Donc Nadia Hay, ministre chargée de la ville, Fiona Lazard, députée du Val d'Oise, Fabien Auffrecher, maire de Verneuil-sur-Seine, et Simon Pecnard, délégué général adjoint des Jeunes avec Macron en charge des idées, qui manage nos chargés de mission pour qu'ils écrivent des propositions. Donc on va parler aujourd'hui de jeunesse, de ce sujet qui est au cœur des préoccupations d'Emmanuel Macron, de La République En Marche et des Jeunes avec Macron depuis 2016. Nous qui œuvrons tous pour l'émancipation de la jeunesse. Et un sujet qui est aussi central dans cette période de sortie de crise, puisque les jeunes ont été particulièrement touchés par la crise économique et sanitaire de la Covid-19, puisque beaucoup d'entre nous ont perdu des stages, des jobs d'été, des jobs étudiants. Beaucoup ont des difficultés à trouver un nouvel emploi dans cette période un petit peu compliquée. Donc, je vais passer la parole à Simon Pecnard qui va nous présenter les propositions des Jeunes avec Macron pour justement le monde d'après et qui va nous présenter donc les propositions des Jeunes avec Macron, et ensuite je donnerai la parole aux invités pour qu'ils réagissent à ces propositions. Merci beaucoup Clémentine. Déjà merci pour l'invitation, parce que c'est vrai que le sujet de la jeunesse, c'est un peu le cœur de notre engagement chez les JAM. Mais la situation actuelle, la crise sanitaire et maintenant la crise économique ont remis le sujet de manière plus pressante. Et c'est vrai qu'il y a maintenant un enjeu à ce qu'il n'y ait pas de génération sacrifiée. Et je pense que c'est à des échelons divers un peu tous notre engagement ici. C'est vrai que pendant le confinement, on s'est un peu demandé de quelle manière on pouvait participer au débat, comment on pouvait avoir des propositions pour améliorer la situation des jeunes, à la fois dans l'immédiat parce qu'il y avait urgence, et à la fois à plus long terme pour favoriser l'émancipation des jeunes. Je pense que ça soit chez En Marche avec les propositions pour un nouvel élan républicain, ou chez les Jeunes avec Macron avec notre parcours de l'émancipation, on a vraiment consulté. Nous, on a fait plus de 1000 consultations, énormément d'ateliers débats par Zoom, enfin par tous les moyens qu'on pouvait avoir, et on a fait un livret avec 18 propositions et qui rejoignait notamment celle qu'on fait En Marche. Je pense qu'il y en avait 3 où on était totalement d'accord avec En Marche. C'était d'abord le sujet des primes à l'embauche. Nous, on en fait actuellement toute notre campagne d'affichage parce qu'il y avait l'enjeu à ce que les 700 000 jeunes qui arrivaient sur le marché de l'emploi puissent avoir des perspectives d'emploi, qu'ils puissent en sortir, que personne ne soit laissé sans solution. Et c'est vrai qu'on a porté ensemble le sujet des primes à l'embauche, et le gouvernement, en tout cas, je pense, nous a entendus. Et c'est vrai qu'on peut se féliciter à la fois des 4 000 euros d'aide à l'embauche pour tous les jeunes de moins de 26 ans et les 8 000 euros d'aide à l'embauche pour tous les apprentis. Je pense que c'est une incitation extrêmement forte pour toutes les entreprises, et que ça donne des perspectives à tous les jeunes qui pouvaient avoir la peur d'être laissés sur le carreau. J'en cite peut-être une autre qui était En Marche s'était engagé sur l'idée de faire rentrer les jeunes dans les dispositifs d'aide existants. C'était pas forcément exactement ce que nous on pensait chez les Jeunes avec Macron, où on considérait que le revenu universel d'activité, c'était un dispositif peut-être plus utile pour les jeunes, parce qu'il permettait d'avoir vraiment d'avoir toutes les aides au même endroit, et donc finalement de lutter contre le non-recours aux aides, qui est un vrai sujet pour la jeunesse. Mais je pense que dans les 2 propositions, on partage l'idée que c'est pas parce qu'on a de 18 à 25 ans que c'est plus acceptable d'être dans la précarité, de vivre dans des logements insalubres, de ne pas pouvoir manger. Et je pense qu'on a à la fois tous cet engagement-là à ce qu'aucun jeune soit laissé à la fois sur le bord de la route, et surtout dans des situations inacceptables dans un pays comme la France. Donc c'est ce que nous on a porté avec notre livret, et c'est ce qu'on a porté auprès des parlementaires du gouvernement. Et en tout cas sur la situation actuelle, je pense qu'on peut être fier de ce qui a été fait en faveur des jeunes, pour que personne soit laissé de côté. Très bien, merci Simon. Madame la députée, vous voulez réagir peut-être à ces propositions et nous expliquer ce que vous avez fait à l'Assemblée nationale pendant la crise, pendant le confinement, et aussi maintenant ce qui est fait par les parlementaires justement pour les jeunes.
Oui, merci beaucoup et merci pour tout le travail que les JAM ont effectué sur cette question de la jeunesse et de ce parcours d'émancipation. Je crois que le terme d'émancipation dit beaucoup et je crois que c'est vraiment à ça que nous devons travailler. Et tu l'as dit, les jeunes ont été finalement quelque part les premières victimes de la crise. Alors pas d'un point de vue sanitaire, mais d'un point de vue économique et social. Beaucoup ont dû arrêter leurs études, ou en tout cas les suivre dans des conditions difficiles. On voit qu'on a beaucoup de décrocheurs, de jeunes qui ont arrêté leur scolarité pendant la crise sanitaire et qu'on a du mal à retrouver sur les bancs de l'école à la rentrée. Des petits boulots qui se sont arrêtés, la difficulté de trouver des stages, des apprentissages, et puis la question du premier emploi. On a 700 000 jeunes qui arrivent à la fin, qui arrivent là en septembre sur le marché de l'emploi. Et on le sait, en période de crise, ce sont les jeunes, les premiers, qui ont des difficultés à trouver un emploi. On l'avait vu lors de la crise de 2008, et j'avais regardé les chiffres. En 2010, on avait 72% de plus de jeunes de moins de 25 ans inscrits en chômage de longue durée. Donc ce sont des chiffres qui sont vraiment très inquiétant. C'est la raison pour laquelle on s'est mobilisés tous, alors vous les JAM, nous au Parlement, pour faire en sorte d'avoir un plan massif d'accompagnement des jeunes. Déjà d'ailleurs, à préciser, pendant la crise, on a réussi à débloquer une aide exceptionnelle pour les jeunes. Donc ce sont 800 000 jeunes qui ont eu une aide exceptionnelle de 200 € qui leur a permis de faire face à des frais auxquels ils ne pouvaient pas faire face parce que baisse de revenus ou stage qui s'arrête, etc. Donc déjà là, il y avait une première aide. Et ce plan massif un jeune, une solution, il vise à ça, à laisser aucun jeune au bord de la route. Alors, via les aides à l'embauche, tu en parlais, via les aides pour faciliter des recrutements d'apprentis, c'est un point très important parce que ça fait 3 ans qu'on a remis l'apprentissage au goût du jour, qu'on lui a redonné ses lettres de noblesse avec la loi Pénicaud notamment, qui a véritablement redonné envie aux jeunes de faire de l'apprentissage, mais aussi aux entreprises. On leur a accordé des souplesses, des facilités pour recruter ces jeunes en apprentissage. Et donc là, on va faciliter tout ça. Et puis, bien sûr, une pensée particulière aux jeunes qui sont les plus vulnérables, les plus fragiles et qui peuvent se retrouver dans des difficultés particulières, on l'a dit, les décrocheurs notamment. Et d'ailleurs, à cette rentrée-là, on met en œuvre un texte de loi qu'on a voté l'année dernière, qui avait été une de mes propositions dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté sur l'insertion des jeunes, qui est l'obligation de formation des jeunes entre 16 et 18 ans. Ça entre en vigueur à cette rentrée. Et je pense que symboliquement, après la période de confinement qu'on a vécue, cette obligation de formation va permettre d'aller raccrocher les jeunes de moins de 18 ans qui se sont égarés. Et c'est également, pour ces jeunes les plus vulnérables, le doublement, par exemple, de la garantie jeune. Ça, c'est un dispositif qui est exceptionnel, qui permet de raccrocher des jeunes de 16 à 25 ans, de les suivre, de les accompagner et de les remettre dans une dynamique professionnelle pour ne pas les laisser au bord de la route. Donc voilà, on a pléthore de dispositifs avec comme objectif de laisser personne au bord du chemin et de faire en sorte que les jeunes ne soient pas les grands perdants de cette crise. Merci beaucoup. Fabien, donc toi tu es élu local, jeune maire de Verneuil-sur-Seine à 28 ans. Félicitations. Comment tu as vécu toi au niveau local cette crise et qu'est-ce que tu mets en œuvre justement dans ta commune pour les jeunes après cette crise ? Merci beaucoup. Ce qu'on a pu voir au local, en effet, c'est les impacts réels au jour le jour. Et à quelques mois après le confinement, on s'est rendu compte qu'au-delà de la relance, ce qu'il allait falloir construire, c'était la relève. On a besoin d'engager les jeunes, on a besoin d'engager plus globalement les populations qui, sans être en déshérence, sont de plus en plus abandonnées. Dans ce contexte-là, on essaye de décliner d'une certaine manière ce qui se fait à l'échelle gouvernementale, à l'échelle de toutes les collectivités, au local. De notre côté, par exemple, pour accompagner les jeunes à renouer avec l'emploi, à se former, à accompagner leur parcours en intégrant des associations, en intégrant des clubs, etc. Nous allons lancer dans quelques mois une maison des opportunités, un tiers-lieu, comme c'était assez à la mode en ce moment, mais où on pourra, en plein centre-ville, retrouver
un semblant de vie normale, à ne plus être cloîtré chez soi comme on a pu le voir dans certains quartiers, à ne plus traîner puisqu'on ne sait pas quoi faire, à ne plus être coupé du monde parce qu'on n'a plus les moyens d'aller acheter un pass Navigo comme on a pu le voir sur certains quartiers. Tout ça pour dire aujourd'hui on a besoin d'accompagner au local, de décliner au local les mesures du national. Et puis c'est notre responsabilité d'élus locaux. C'est à nous de prendre les choses en main puisque nous avons la connaissance du territoire et nous devons la remonter. Donc c'est vraiment cette notion de partage avec au cœur de mon engagement la notion de bienveillance, puisque c'est à nous, élus, d'être bienveillants vis-à-vis de ces populations qui souvent sont perdues puisqu'on se rend compte que ce n'était pas prévu, que c'était des gens qui souvent étaient bien intégrés parfois moins bien. Et dans ma commune, c'était des personnes plutôt bien intégrées qui aujourd'hui se retrouvent sur le côté et qu'il faut accompagner petit à petit. Et ça va être un moment compliqué, un enjeu de taille pour nos infrastructures, pour nos personnels communaux, mais c'est en même temps une chance à aller saisir puisque nous sommes quand même, dans le cas de Verneuil-sur-Seine, sur une commune qui a une énorme opportunité à horizon 6 ans, avec pour la première fois, nous allons être connectés au RER E et OL, nous allons être connectés mieux au pôle économique de Flins et de Peugeot, vis-à-vis desquels aujourd'hui il est encore difficile, même si nous sommes connectés par la voie terrestre, d'y aller par les voies ferroviaires. Et puis nous avons des vraies opportunités à saisir en valorisant notamment tout ce qui est écologie. Nous avons des espaces naturels à valoriser et ça, c'est aussi ça doit faire partie de la relance. D'accord, merci. Madame la ministre, vous, au niveau du gouvernement, on l'a vu, donc il y a énormément d'aides qui ont été mises en place, énormément de choses qui ont été mises en place au niveau gouvernemental pour aider pour cette sortie de crise en général et plus particulièrement pour les jeunes dans cette sortie de crise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces... Merci Clémentine. Tout d'abord, moi je tiens vraiment à remercier les jeunes avec Macron dans ce mouvement politique de porter haut et fort la question de la jeunesse et de faire vivre le débat démocratique en étant force de proposition comme vous l'avez été et en ayant participé à l'élaboration de mesures dans le cadre de ce livret. Oui, ça a été dit, beaucoup de choses ont été faites. Fiona l'a rappelé, d'ailleurs, que je salue parce que je sais elle aussi combien cette question de la jeunesse lui est sensible et la façon dont elle le porte aussi à l'Assemblée nationale. Et je peux vous dire que là, vous avez une belle représentante aussi de la voix de la jeunesse à l'Assemblée. Beaucoup de dispositifs ont été pris à notre arrivée en responsabilité, parce qu'il faut savoir que la jeunesse est au cœur de nos politiques publiques. C'est notre avenir et nous nous devons de lui donner des perspectives. La crise que nous avons vécue a eu un effet assez catastrophique, dramatique, dans notre pays, à tous les niveaux, mais elle est venue aussi perturber la perspective que les jeunes pouvaient avoir par la suite. Donc, on a agi, Fiona l'a rappelé, avec cette aide exceptionnelle des 200 €. Il existait déjà des dispositifs. Je sais que vous avez, dans le cadre de vos propositions, parlé aussi du prêt public aux jeunes. Et il existe un certain nombre de dispositifs. Il y a l'ACRE, il y a l'aide à l'étudiant entrepreneur, Cap Jeunes. Il existe de tas de dispositifs, pléthore de dispositifs pour reprendre l'expression de Fiona. Et la difficulté que l'on a, c'est l'accès à l'information. Et ça, je vais y travailler puisque je suis en charge de la ville. Et la ville a une grande partie de notre jeunesse dans les quartiers. Et donc, l'accès à l'information est essentiel. Donc, je vais travailler avec la BPI qui porte tous ces dispositifs de soutien, de financement aux étudiants. Et on essaiera de simplifier cela. Dans le cadre du plan jeune, il y a aussi des mesures très fortes. J'ai vu aussi que vous portiez une proposition d'exonération de charges pour les étudiants, pour l'emploi des jeunes, ça a été suivi des faits. Alors, elle s'adresse aux faibles qualifications, mais en tout cas, il y a cette volonté aujourd'hui d'aller soutenir également l'emploi des jeunes. Je vais parler aussi de dispositifs qui sont dans le cadre de la ville, et notamment les emplois francs, qui sont un dispositif qui est vraiment dédié aussi aux habitants des quartiers, mais également aux jeunes de nos quartiers. Et là aussi, c'est un dispositif qui n'est pas assez utilisé, alors que le gouvernement l'a mis à disposition des entreprises. Et là, il nous faut aller plus vite, plus loin, et c'est ce que je compte faire. L'aide exceptionnelle également de recrutement des jeunes.
vient vraiment soutenir cet emploi et cette volonté de faire en sorte que les jeunes trouvent un emploi très vite. Il y a aussi des discussions qui ont été ouvertes, Simon l'a rappelé, sur le revenu universel d'activité. Oui, effectivement, c'est une réflexion que nous devons avoir. Et il y a des travaux qui ont été lancés à l'Assemblée nationale et qui ont été perturbés, il faut le dire, par la crise sanitaire, par le confinement, où il nous a fallu aussi réorienter nos travaux, Fiona l'a rappelé, avec des réponses urgentes et immédiates à mettre en place. Mais je ne désespère pas que ces travaux reprendront. Et il ne s'agit pas d'être pour ou contre sur le revenu universel d'activité. Il s'agit de faire en sorte que la réflexion puisse aller au bout pour qu'on puisse décider vraiment en ayant toutes les composantes et les paramètres de ce sujet. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'emploi des jeunes, sur les propositions qui ont été faites. Et je crois qu'on a d'autres sujets à aborder ensemble. Oui, nous avons d'autres sujets. En tout cas, je félicite Fabien pour son élection à Verneuil-sur-Seine. Ça n'a pas été facile, particulièrement dans un département assez compliqué politiquement, il faut le dire. Et Fabien a gagné cette élection. Et là aussi, un formidable exemple de la jeunesse investie en politique, mobilisée. Et bravo Fabien. Formidable exemple de la jeunesse qui s'engage. On te félicite tous. C'est une vraie fierté pour les jeunes avec Macron de t'avoir parmi nous. Fabien. Oui, on voulait réagir aussi. Madame la ministre, comment assurer une réelle égalité des chances, notamment pendant cette période très compliquée? On sait que c'était déjà un sujet sensible avant. La crise de la Covid change beaucoup de choses et exacerber les inégalités. Donc comment vous, au niveau de votre ministère, vous allez travailler pour pouvoir assurer une égalité des chances? L'égalité des chances, là aussi, c'est une promesse, souvenons-nous, du candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron. Et je dois dire que c'est un des éléments qui m'a aussi fait adhérer à En Marche et qui m'a fait pousser plus loin cet engagement politique. L'égalité des chances est un très très grand sujet et on ne peut pas parler de jeunesse sans parler d'égalité des chances. C'est une évidence. Et elle se traduit en fait de diverses manières, sur diverses thématiques. Et en fait, elle a pour but, je pense que c'est ça qui est à rappeler, l'émancipation. Et l'émancipation, là aussi, c'est un mot qu'on définit, mais qui doit trouver un sens, mais qui doit aussi trouver son application concrète dans la vie des gens. Dans mon ministère, c'est là aussi au cœur de nos dispositifs. Tout ce que nous imaginons en matière de politique de la ville, nous l'imaginons à travers cette ambition qui est d'apporter l'égalité de réussite pour tous dans tous les territoires, particulièrement dans la ville, j'insiste, et dans le milieu rural, parce qu'il ne faut pas oublier la ruralité. Je vous parle de la ville parce que c'est mon champ. Mais ça serait une faute de parler des difficultés de la ville sans parler des difficultés dans le milieu rural. Mais il faut savoir que dans la ville, il y a une politique d'exception. La politique de la ville est une politique d'exception. Et pourquoi? Parce que c'est un territoire qui a été considéré comme un territoire d'exception. Comme un territoire où finalement, comme des territoires, parce qu'il y en a plusieurs en France, d'aller accueillir une certaine partie de la population, et notamment les fragiles, les précaires, les personnes à faible revenu. Ça, c'est ce qui a été fait par le passé. Mais aujourd'hui, en politique, et dans les quartiers politiques de la ville, on voit revenir des talents qui ont décidé justement d'apporter autre chose et de venir accompagner certains, beaucoup même, dans un parcours de réussite. Et la politique de la ville est là pour accompagner tout cela. Alors nous agissons sur plusieurs domaines. Nous agissons sur l'emploi. Ça a été dit, on a évoqué certains dispositifs d'emploi pour les jeunes, les emplois francs par exemple, mais on peut aussi aller plus loin en termes d'emploi, et c'est ce que je vais développer dans les prochaines semaines à travers les cités de l'emploi. Les cités de l'emploi, c'est mettre tout le monde autour d'une table, tous les participants, acteurs du milieu de l'emploi, autour d'une table pour accompagner chaque parcours des habitants du quartier dans lequel se trouve la cité de l'emploi.
Donc là, on a vraiment envie d'accompagner cela. Ensuite, c'est les cités éducatives, donc l'éducation. C'est ce que nous mettons en place aussi pour que nous changions en fait complètement de façon d'aborder l'éducation et de réfléchir selon le parcours de l'élève. Et on le prend en charge de ses 3 ans jusqu'à ses 25 ans. Il y en a 80 en France, nous allons les développer sur 2021. J'annoncerai très prochainement une augmentation de ces dispositifs. Ensuite, il y a le cadre de vie. Le cadre de vie, c'est ce qu'on fait à travers le renouvellement urbain, l'ANRU, parce que la crise a montré aussi la difficulté de ces personnes de vivre dans ces quartiers, parce que le logement est trop petit, parce qu'il est insalubre, parce qu'ils n'ont pas d'espace vert pour s'aérer. Et donc, c'est ce qu'on fait avec ce programme ambitieux du renouvellement urbain. Et c'est notre majorité qui a doublé l'enveloppe consacrée au renouvellement urbain. On passe de 5 milliards à 10 milliards d'investissements sur le renouvellement urbain. C'est aussi le cadre social. Le cadre social et établir le lien social, c'est ce que font nos associations sur le terrain. Et là, j'ai annoncé il y a quelques jours que nous allons mobiliser des fonds, 20 millions d'euros, pour aller soutenir encore plus ces petites associations. Enfin, des petites, il n'y a pas de petites ou de grandes, mais il y a des associations de proximité et c'est ce que nous venons aujourd'hui renforcer. Donc voilà, c'est autant d'objectifs, autant de thématiques sur lesquelles nous travaillons et nous pourrons les mener jusqu'au bout que si nous luttons, encore une fois, sur un sujet transversal qui est la lutte contre les discriminations. Et ça aussi, c'est au cœur de mon action dans mon ministère, pour qu'encore une fois, personne ne soit laissé au bord de la route à raison de son origine, de son orientation sexuelle. Et là-dessus, je travaille beaucoup avec Elisabeth Moreno sur ces sujets-là. Pour ma part, j'agis sur le lieu de résidence, parce qu'on sait que la première des discriminations, eh bien, c'est d'abord sur le lieu de résidence. Évidemment. Bon. Amiens, je suis désolée, vous ne pouvez pas réagir pour l'instant. Vous pouvez envoyer vos questions et on y répondra juste après. Vous ne pourrez pas réagir en live, mais je passe la parole à Fiona Lazare. Oui, merci. Bon, je m'inscris totalement dans ce que vient de dire Madame la Ministre. Je crois que nous portons des combats communs et que c'est aussi l'un des moteurs de nos engagements communs à la question de l'égalité des chances qui véritablement vise à donner les mêmes chances à n'importe quel jeune, quel que soit le lieu d'où il vienne, son origine, son adresse, sa couleur de peau, sa photo sur le CV, etc., son orientation sexuelle, son genre aussi, parce que l'égalité des chances entre les femmes et les hommes compte pour beaucoup. Et puis je voudrais rajouter un dispositif majeur qu'on a mis en place depuis le début du mandat en termes d'éducation, c'est la question du dédoublement des classes de CP, CE1. Moi, je l'ai vu sur ma circonscription. C'est l'une des premières mesures qui a été vraiment mise en œuvre parce que nous avons été élus au printemps 2017 et dès septembre 2017, les premières classes dédoublées commençaient à ouvrir avec, bien sûr, l'accompagnement des municipalités. Et là, véritablement, cette mesure-là, c'est une mesure qui est profondément sociale et qui permet de remettre de l'égalité des chances dès le départ, en fait. CP-CE1, c'est l'âge où on commence à apprendre à lire, à écrire, à se développer. Et finalement, on va donner les mêmes chances à tous ces gamins, tous ceux qui ont des difficultés à la maison pour être accompagnés par les parents qui n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens, n'ont pas le bagage culturel, vivent dans des conditions difficiles. Et finalement, on va miser sur eux, on va donner les moyens à l'éducation nationale de s'occuper d'eux, d'avoir du temps pour eux en classe. Et en CP-CE1, avec des classes à 12 élèves, finalement, on va leur permettre d'acquérir les fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui. Moi, j'ai près de 200 classes dans ma circonscription comme ça qui ont été dédoublées, donc un enseignant pour 12 élèves. Je peux vous le dire que tout le monde est convaincu que c'est une mesure essentielle, qui porte déjà ses fruits, mais qui surtout va porter ses fruits sur le long terme. C'est une mesure d'investissement social parce que ce sont peut-être des gamins qui auraient décroché plus facilement parce qu'ils auraient accumulé du retard. Quand vous ne savez pas bien lire en CP, CE1, finalement, vous n'aimez pas trop l'école parce que c'est difficile, vous êtes un peu à la ramasse quelque part. Là, non, ce sont des jeunes qui vont avoir les fondamentaux. Donc, véritablement, j'insiste, cette mesure, elle est essentielle. Et puis en termes d'éducation, on a fait d'autres choses. Je pense au programme Devoirs faits qui va permettre aux collégiens de faire leurs devoirs accompagnés au collège, d'avoir un
un suivi particulier pour que leurs devoirs soient correctement faits. Donc, je pense qu'on a fait beaucoup de choses depuis le début de ce mandat sur les questions d'égalité des chances. Peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment dit et peut-être aussi que les mesures que nous avons prises, ce sont des mesures d'investissement social sur le long terme, ce qui est essentiel. Donc ça commence à porter ses fruits, ça les portera d'autant plus dans les années qui viennent. Il faut le saluer, il faut continuer et voilà, je pense que c'est une mesure dont nous pouvons être particulièrement fiers. Alors je rejoins déjà totalement ce qui vient d'être dit sur les différents dispositifs qui visent à accompagner les jeunes dès leur plus jeune âge, et je pense que le dédoublement des classes a commencé à montrer ses fruits, mais va vraiment permettre d'agir à la racine pour justement l'égalité des chances. Et c'est vrai que les JAM, dans notre travail et dans notre réflexion pour nos propositions, on a eu exactement la même base que ce qu'a dit Madame la Ministre, c'est-à-dire de réfléchir à l'émancipation sous la forme d'un parcours, c'est-à-dire qu'aux différentes étapes de la vie, on ne doit pas se voir fermer des portes parce qu'on n'a pas les codes, parce qu'on n'a pas finalement le même héritage. Et c'est vrai que la notion d'héritage ou de capital, elle a été assez centrale dans notre questionnement, à la fois sur la question culturelle. C'est-à-dire qu'on pense que finalement le pass culture, qui a été par exemple une excellente idée, il agit peut-être un peu tard, parce qu'à 18 ans souvent c'est trop tard pour être emmené dans des lieux qui à 18 ans peuvent faire peur, et quand on n'a pas eu l'éducation, quand on n'a pas eu forcément les codes, ça peut engendrer une forme de rejet. Et on considère, nous, on a proposé, et on espère avoir un dialogue sur cette question-là, mais de le mensualiser et de l'ouvrir avec une moins forte somme, mais plus tôt, parce que finalement c'est au collège, si on a un vrai accompagnement par les professeurs, que peut-être on peut s'ouvrir à la culture. Et juste ces codes-là, parfois c'est une entrée dans le monde de l'emploi, dans la socialisation. Et effectivement, l'héritage, c'est aussi l'héritage concret, financier. C'est vrai qu'on sait que c'est un sujet qui est assez, explosif en France. Mais bon, si on ne porte pas ces choses-là quand on est jeune, parfois c'est un peu plus dur. Et donc on considère que parfois l'héritage qu'on nous transmet, à la fois il arrive trop tard, parce que en moyenne aujourd'hui en France c'est à 55 ans. C'est pas forcément l'âge où on va avoir des enfants ou des projets. Et aussi que c'est souvent le ferment de beaucoup d'inégalités, parce que quand on commence dans la vie sans le bagage à la fois financier et culturel, c'est ce que je disais, les portes se ferment, et c'est beaucoup plus dur. Et c'est vrai que c'est à la fois un sujet pour la ville, les banlieues, mais aussi un sujet pour la ruralité. Et finalement, je pense qu'on a la force de ce quinquennat, à la différence du quinquennat précédent, par exemple. C'est-à-dire que les politiques, parfois, même de ceux qui s'autoproclament de gauche ou socialistes, reviennent parfois à saupoudrer d'argent en disant qu'on va éteindre les problèmes. Il n'y a aucune action pour agir structurellement sur les ferments des discriminations, des inégalités. Et je pense qu'on peut être fier de tous ces dispositifs qui peut-être ne montrent pas des effets spectaculaires dans l'immédiat, mais qui agissent pour transformer les choses à plus long terme. Et je pense que c'est un peu l'émancipation, c'est peut-être ce qui différencie notre quinquennat et qui est beaucoup plus, je pense, révélateur de ce qu'on est que la notion de pragmatisme. Je pense que c'est vraiment cet engagement pour l'émancipation et l'égalité des chances. Voilà. Peut-être rajouter un point pour rebondir sur ce que tu viens de dire. La question de l'émancipation, elle est centrale. Et pour pouvoir s'émanciper, il faut aussi avoir accès finalement aux besoins essentiels. Et là-dessus aussi, on a agi. On a agi, par exemple, dans les quartiers prioritaires, en mettant en place des petits déjeuners gratuit pour les enfants qui n'avaient pas forcément les moyens de prendre le petit déjeuner à la maison. Et puis, une mesure qui a été annoncée par le Premier ministre récemment à la suite de la crise, c'est pour les jeunes boursiers qui auront accès à un repas au Crous à 1 €. Là encore, c'est une mesure qui est profondément sociale et qui va permettre à des jeunes, finalement, de déjeuner, de moins se poser la question de savoir comment est-ce que je recharge mon compte au Crous ce mois-ci. Donc voilà, ce sont des mesures à la fois d'investissement sur le long terme et qui sont profondément sociales et dont nous pouvons être fiers.
Je me permets de rebondir sur ces deux sujets. Pour moi, accompagner les jeunes, c'est en effet aller contre ces types de fractures. Et il y a des choses qui moi, m'ont choqué quand j'ai fait la tournée de la rentrée comme il se doit, en tapant à toutes les classes de toutes les écoles de ma ville. En fait, il y a des choses où des petites choses n'ont pas été prises en compte pendant des années. Et aujourd'hui, les dispositifs nous permettent enfin de cranter. Je donne quelques exemples. Vous avez mentionné en effet à juste titre tout ce qui est cantine. La qualité, c'est une priorité évidemment pour accompagner les jeunes, puisque c'est comme ça ensuite qu'ils sont mieux concentrés l'après-midi par exemple. De la même manière, l'accompagnement sur l'achat des TBI, les tableaux numériques dans les écoles, évidemment ça permet de faire progresser et de mieux intégrer les jeunes aux nouveaux usages. Les jeunes, ils ont besoin de s'engager. Ils ont aujourd'hui peu envie de le faire. Je l'ai vu concrètement sur ma campagne, j'ai eu la chance de porter une liste de 18 à 81 ans. Mais concrètement, il y a combien aujourd'hui d'élus locaux de moins de 30 ans? Il y en a très peu, trop peu encore. Si on veut enclencher, si on veut accompagner les jeunes pour qu'ils s'engagent, que ce soit politiquement, que ce soit dans les milieux associatifs, que ce soit pour construire leur avenir, il faut leur donner envie. D'une certaine manière, si on veut que le monde d'après soit jeune, il faut accompagner nos jeunes et transformer le monde à notre échelle. Et pour ce faire, il est essentiel aussi de changer notre manière de faire, que ce soit sur le terrain, que ce soit aussi dans la vie de tous les jours. Je donne encore 2 exemples. Ça fait 60 ans sur mon territoire qu'on discute du tracé, du projet, etc., d'un projet de route départementale. Les jeunes n'ont jamais été consultés. Les habitants ne l'ont jamais été. C'est pour ça qu'au 1er octobre, je lancerai une consultation citoyenne, d'abord numérique, du 1er au 8, puis dans un bureau de vote, dans les bureaux de vote, le 11 octobre. Parce que c'est en renouvelant la manière de faire qu'on peut enfin engager la jeunesse et enfin porter ces messages sur le terrain. C'est comme ça, en leur donnant leur voix, qu'ensuite ils peuvent se faire vraiment entendre. Et de la même manière, c'est en leur donnant l'opportunité concrètement de s'emparer de réalités du quotidien pour se construire eux-mêmes. Lorsqu'on parle d'emploi, on parle de choses très concrètes, il y a toutes les aides, etc. Mais il y a aussi trop souvent le sentiment que c'est impossible. Et c'est à nous de leur donner cette confiance, c'est à nous de leur montrer que c'est possible, c'est à nous de leur montrer que ça peut même avoir un impact réel sur leur quotidien, sur leur famille, sur leurs amis. Typiquement, dans ma commune, on a des familles qui ont fait remarquer qu'on avait des cimetières entiers qui étaient en train de tomber complètement à l'abandon. Et c'est les jeunes qui viennent nous voir, qui nous le disent. On s'attendrait à ce que ce soit peut-être des parents plus proches. Et c'est dans ce type de cas de figure qu'on peut mobiliser des choses réelles du terrain, le service civique ou d'autres initiatives, pour leur permettre, eux, de se réengager pour leur commune, de se réengager pour leurs proches. Et ces petits battements d'ailes du papillon, c'est eux qui font changer enfin le monde à notre échelle, mais le monde dans sa globalité aussi, lorsqu'on essaye de mieux intégrer la jeunesse à nos actions. Merci Fabien. On est revenu donc sur beaucoup de mesures qui ont été mises en place par le gouvernement. Madame la ministre, je vais vous demander maintenant plutôt la feuille de route. Qu'est-ce qui va être fait à l'avenir pour les jeunes, justement, par le gouvernement? Merci. Eh bien, là, déjà, on a pris des décisions quand même qui sont très fortes à travers le plan jeune. On en a énuméré un certain nombre. Donc, c'est déjà mettre en application ce plan jeune. S'assurer effectivement que les mesures, les décisions qui ont été prises se matérialisent concrètement et se traduisent par des faits. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller travailler là-dessus. On travaille ensuite beaucoup en interministériel. Parce que la problématique de la jeunesse, elle traverse tous nos sujets. Et donc, avec Cédric O notamment, on a... donc il y avait Cédric O, Elisabeth Moreno évidemment, Elisabeth Borne, mandaté des jeunes pour nous faire un rapport sur l'état du numérique en France et l'accès du numérique en France. Et ce rapport révèle, particulièrement pour les jeunes, une inégalité d'accès au métier du numérique et à la French Tech et à tout ce qui en découle. Donc l'idée, c'est de travailler, de prendre les problèmes à la racine, essayer d'apporter des solutions pour permettre à ce que personne ne soit laissé au bord du chemin, quel que soit le territoire
duquel il vient, évidemment, quartier politique de la ville, ruralité, mais également dans des zones urbaines, et qu'on puisse apporter des solutions concrètes à chacun des jeunes de notre pays. Donc, nous travaillons beaucoup en ce sens. Avec Jean-Michel Blanquer, il y a ce côté cité éducative dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a aussi la question des cordées de la réussite, où le président de la République a là aussi demander à ce qu'on passe de 80 000 à 200 000 jeunes accompagnés dans le cadre de ce dispositif. C'est tout ce que nous allons faire en matière d'insertion avec Brigitte Klinkert sur cette question-là, d'insertion des jeunes. C'est ce que nous faisons aussi avec Elisabeth Borne dans le cadre de l'apprentissage et la formation professionnelle. On a développé ce qu'on appelle des bus de l'apprentissage. Et donc ce bus qui traverse les territoires pour justement répondre, apporter des réponses, apporter des offres à ces jeunes-là. Et nous portons aussi avec beaucoup d'associations, des grandes associations, la question de l'intégration par l'emploi. Et ça s'adresse directement aux jeunes. Donc on multiplie les job dating, l'accompagnement vers les emplois, parce qu'on s'aperçoit que certains jeunes, ceux qui ont décroché très vite, eh bien, c'est difficile pour eux de revenir sur le marché de l'emploi, même si l'offre est là, eh bien, il y a une difficulté justement d'aller vers. Et donc nous, on accompagne cet aller vers pour permettre à ce que chacun puisse avoir accès à l'emploi. Donc on travaille vraiment sur ces dispositifs d'accompagnement, de soutien, parce que en réalité, je discutais avec un chef d'entreprise, il me dit là, dans quelques semaines, je vais lancer 5000 offres d'emploi. Alors qu'on est dans une crise économique sans précédent, et on sait qu'il y aura une destruction massive d'emplois. D'ailleurs, le taux de chômage qui augmente l'a montré. Eh bien, mine de rien, il y a des signaux d'espoir, il y a des entreprises qui vont recruter. Et donc l'idée, c'est d'aller accompagner cette jeunesse vers les métiers qui recrutent, et avec des formations adaptées, spécialisées, avec cet accompagnement dont je vous parlais à l'instant. Donc c'est vraiment multiplier tous ces dispositifs, aller vraiment les rendre très concrets pour aller faire rencontrer cette offre et cette demande qui jusque-là ont eu du mal à se rencontrer. Donc c'est un tas de dispositifs sur lesquels on est en train de travailler sur l'emploi. Et je veux juste revenir sur l'aspect de la culture, parce que je crois que c'est important ce qu'a dit Simon. Le pass culture n'a pas connu le succès qu'il mérite et dont on attendait vraiment des résultats probants. Eh bien, la proposition qui est faite vraiment est très intéressante et elle va dans le bon sens. J'espère vraiment qu'elle sera retenue parce que, effectivement, la culture, c'est pas dès 18 ans. La culture, c'est dès l'adolescence. Parce que c'est là où on s'ouvre vers le monde extérieur. C'est là où on se pose aussi beaucoup de questions, des questions même existentielles. Et donc, là aussi, c'est cette ouverture qu'il faut donner dès le plus jeune âge. Et je crois qu'effectivement, le collège ou première année lycée est peut-être le bon moment pour aller développer cela. Il y a différentes thématiques que nous devons actionner, et la culture en est et c'est un aspect vraiment fondamental. D'accord, merci. Donc, une feuille de route bien chargée. On va prendre maintenant les questions que vous nous avez posées donc en Facebook Live et que nos amis marcheurs du campus d'Amiens nous ont posées également. Peut-être une première question plus à destination de Simon ou Fabien. Fabien, tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais Émilie demande comment intéresser les jeunes au débat public. Merci. Je pense que Fabien en a donné un très bon exemple. Je pense qu'il y a la nécessité absolue de considérer que dans les valeurs qu'on doit mettre en avant dans l'après-crise, il y a l'engagement. Je pense qu'on pâtit d'années où les gens ont eu des idées véhiculées sur ce qu'était l'engagement politique, etc. Et c'est vrai que même, je pense qu'on sait quand on est marcheur, quand on est jeune sur le terrain, il y a parfois des difficultés.
parce qu'on a des a priori, parce qu'on considère que l'engagement, il y a forcément des choses derrière, des choses obscures. Je pense que la nécessité, c'est aussi ce que montre Fabien, c'est-à-dire de considérer que l'engagement, en fait, c'est parfois des choses très simples, mais c'est de considérer qu'il y a des choses qui nous tiennent à cœur et qu'on doit être en capacité, à l'échelon qu'on peut avoir et qu'on veut avoir, de les défendre concrètement. Je pense qu'il y a la nécessité d'avoir aussi une vraie réflexion sur l'éducation civique et comment est-ce qu'on apprend aux jeunes finalement à la fois quelles sont les institutions, qui sont les gens qui nous représentent, finalement j'avais vu une statistique qui m'avait un peu déprimé, c'est-à-dire que les jeunes considèrent à 71% que leur carte la plus forte, qui les rend les plus puissants, c'est leur carte de crédit. Et c'était, je crois, à 19% la carte d'électeur. Peut-être qu'il y a une forme de réalité, mais c'est assez triste parce que quand on sait l'historique des combats pour que justement à 18 ans on ait la capacité de voter et de donner son avis, c'est un peu triste. Donc je pense qu'il y a tout un travail à mener à la fois pour montrer que l'engagement c'est quelque chose à la fois accessible à tous et quelque chose de positif et que finalement chacun peut s'engager à son échelon avec les valeurs qu'il véhicule, et aussi de réfléchir beaucoup plus en amont et peut-être dès la primaire, dès le collège, sur apprendre aux gens quelles sont les institutions, les représentants, pour pas que ça paraisse aussi nébuleux et finalement qu'on ait ces a priori là. Et voilà, je pense qu'il faut faire rentrer le débat public un peu partout, dans les écoles, dans les collèges, et je suis sûr que la jeunesse s'engagera. Moi, si je rebondis, en allant complètement dans ton sens, quand je me suis présenté aux élections municipales dans ma ville, on a 16 000 habitants, c'est la première chose qu'on m'a demandé, c'est « Mais pourquoi toi, le gamin, tu décides d'y aller ?» Et durant tous les mois de la campagne, ça a été un discours que je n'ai pas cessé d'entendre. On m'a demandé si ça allait être quelque chose qui allait me pénaliser. On m'a demandé si être maire à mon âge, c'était bien sérieux. Et en fait, pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il faut absolument, d'une certaine manière, être déconnecté pour faire de la politique. Ou du moins, c'est comme ça que c'est appréhendé dans les villes, sur les territoires. Alors pour moi, ce n'est pas le cas. Moi, je garde mes activités professionnelles à côté et j'en suis fier parce que j'estime que maire, c'est une fonction. Et oui, je suis tous les jours sur le terrain, mais en même temps, j'ai la chance en plus de travailler dans les nouvelles technologies et donc de pouvoir travailler en visio et donc de pouvoir continuer un emploi. On peut faire plusieurs choses en même temps. Sur le côté, j'ai la chance d'être enseignant dans 2 universités. Et ce que je répète quasiment toutes les semaines, c'est que la politique, ce n'est pas un métier, mais que par contre, l'engagement, c'est presque un devoir. Que ce soit dans des associations, que ce soit dans des clubs, on doit participer à la vie de la cité. On doit intégrer d'une certaine manière la vie commune. C'est comme ça, c'est ça qui fait qu'on est un citoyen. Jeudi dernier, moi j'étais dans une cantine scolaire, je le fais quasiment une fois par mois, et je voyais les enfants de l'école primaire qui me disaient « Mais vous êtes qui ? C'est quoi un maire ? Est-ce que c'est le président de la commune ? Est-ce que c'est quoi ?» Et je me rends compte qu'il y a un énorme déficit à tous les âges. Et pas d'ailleurs que des jeunes. Sur le terrain, moi, toute ma campagne, je l'ai faite en porte-à-porte. Je suis parti du mois d'octobre de l'année dernière, et pendant 1 an, on a fait du porte-à-porte tous les jours. Les gens, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils ne veulent plus être votés, ils sont désabusés. Et d'une certaine manière, c'est un constat d'échec pour la politique, pas qu'en France d'ailleurs. Si on veut réinventer la politique, si on veut redynamiser nos territoires, si on veut redynamiser notre vie commune, et d'une certaine manière, post-confinement, aller mieux ensemble, c'est important de repenser les manières de s'engager. Moi, je l'ai dit, c'est de la concertation. Et j'organise des débats publics sur différents sujets, et je le ferai tout au long de mon mandat, sur la circulation, sur des choses du quotidien. C'est accepter aussi le retour du terrain. On fera du sondage et on continuera de le faire, notamment parce que c'est d'une certaine manière que comme ça qu'on arrive à mieux appréhender les réalités. Si je décide d'accompagner l'arrivée de commerçants dans une ville, hors sol, est-ce que j'ai une vraie connaissance ? Alors je peux aller voir les autres commerçants, mais ce n'est pas pareil que de faire une vraie étude et de voir s'ils préfèrent avoir, je ne sais pas, du vrac bio ou autre chose. On ne peut pas se guider de manière verticale. La politique verticale, elle n'existe plus. Et donc, d'une certaine manière, c'est ça pour moi, pour refaire venir les jeunes en politique, pour refaire s'engager les jeunes, il faut accepter d'être plus participatif, d'être plus inclusif et d'être plus près du terrain. Oui, je voulais rajouter un mot sur cette question de l'engagement des jeunes, parce qu'on dit beaucoup que les jeunes s'engagent peu, mais en fait, si on regarde l'ensemble de la photographie de notre pays, l'engagement diminue à tous les âges.
Mais on a pu voir pendant la période du confinement que les jeunes ont été véritablement présents. Ils se sont engagés. Beaucoup d'associations de maraude, d'aide aux plus démunis sont composées de personnes retraitées qui, du fait du confinement, de leur fragilité en termes de santé, n'ont pas pu continuer leur mobilisation. Les jeunes se sont engagés, ils les ont accompagnés, ils les ont remplacés, ils se sont mobilisés dans les associations, mais aussi pour leurs voisins, pour leur grand-mère, leur grand-père. Ils ont été là. Donc ils se sont engagés. Il y a quand même une petite flamme chez les jeunes qui suffit juste de rallumer, je pense. Et puis, on n'a pas parlé d'un dispositif qu'on a mis en place également depuis le début de ce mandat, c'est le service national universel, qui vise justement à cela. Redonner le goût aux jeunes de s'engager, leur redonner aussi l'occasion de partager des temps communs avec des personnes avec qui ils n'auraient pas l'occasion de passer du temps et finalement briser des barrières. Mais l'objectif, c'est aussi de leur redonner cette envie de s'engager. Et puis là, en ce moment, au Parlement, on a un débat autour du droit de pétition. Et alors, on se pose la question d'ouvrir le droit de pétition aux jeunes à partir de 16 ans. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi est-ce que les jeunes ne pourraient pas donner leur avis sur des pétitions à partir de 16 ans? Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je crois que les jeunes ont envie, mais qu'il faut peut-être juste briser la glace, leur tendre la main, et ils se mobiliseront parce que je crois qu'on a une jeunesse qui a besoin de sens, qui a besoin de se sentir utile. On l'a vu lors des mobilisations pour le climat, lors des mobilisations antiracistes. Ce sont les jeunes qui étaient massivement dans la rue. Donc ils ont envie de participer au débat public. Donc il faut simplement leur tendre la main, les écouter et travailler avec eux. On va prendre une dernière question. On n'a pas eu le temps de en prendre beaucoup. C'est Aurélien qui nous demande quelles initiatives proposer aux jeunes pour l'écologie au niveau local. Plein de choses, forcément. Et d'ailleurs, pas que pour les jeunes, évidemment. Pour tout le monde au niveau local, évidemment. Au niveau local. On sait que l'écologie est quand même un sujet qui est de préoccupation principale chez les jeunes. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est la première chose sur laquelle j'ai structuré vraiment ma campagne. Et on est en train de mettre en place petit à petit des initiatives toutes simples. Nous, on a la chance à l'échelle locale d'avoir des terrains qui peuvent être valorisés. Et on est en train de travailler sur des programmes de ferme urbaine, sur des programmes, etc., dédiés pour les jeunes. C'est des projets de moyen terme, mais avant mi-mandat, on aimerait réussir à porter ce type d'initiative. Maintenant, à plus court terme, au quotidien, on se rend compte vraiment, de plus en plus, que c'est par l'écologie que les plus jeunes s'engagent. En tout cas, sur ma commune, sur mon territoire, c'est vraiment un sentiment très fort. On a toujours du monde lorsqu'il s'agit de faire des ramassages de déchets. On a toujours du monde lorsqu'il s'agit d'aller découvrir notre zone naturelle floristique et faunistique, notre forêt, etc. Moi, j'habite une ville qui est encadrée entre des étangs, une forêt et des champs. Et d'une certaine manière, l'écologie, elle est au cœur de l'engagement de l'ensemble des gens qui sont engagés sur la commune, associations, clubs de sport, etc. C'est pas que les jeunes, c'est vraiment l'ensemble. Et c'est une dynamique extrêmement positive. Ça va de participer à des vergers participatifs qui ont été mis en place. Ça va de mieux s'approprier des jardins communaux. On va d'ailleurs essayer de multiplier par 2 les jardins communaux sur la commune, puisqu'on a une forte demande de jeunes qui viennent s'inscrire sur ce territoire avec l'arrivée du RER sur la commune. Je pense que l'écologie, c'est une priorité à toutes les échelles. Maintenant, la question, c'est pas de l'écologie cosmétique, c'est de l'écologie réelle. Et pour ma part, la manière de les engager, c'est simplement de leur demander ce qu'ils veulent faire et de co-construire avec eux les initiatives, ce qu'on commence tout juste à faire. Non, mais Fabien a très très bien répondu sur cette question. La question de l'écologie ne concerne pas que les jeunes. Elle concerne tout le monde parce que c'est justement préparer notre planète pour l'avenir et donc pour nos jeunes. Donc tout le monde doit se sentir concerné par cette question de l'écologie. Après, il y a une multitude de dispositifs qu'on peut évidemment développer. Moi, je vais prendre juste un exemple au collège de mon fils, il y a ce qu'on appelle les délégués à l'écologie. Et donc, on nomme des délégués par classe qui doivent réfléchir, mener des projets et qui le présentent à leur classe. Et c'est des projets qui s'inscrivent sur toute l'année scolaire. Ça passe par le tri des déchets, ça passe par le jardin potager
dans la classe. Ça passe par le recyclage aussi du textile, parce qu'on oublie de dire que l'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et là aussi, il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués dans cette question de customiser des vêtements. Et bien là aussi, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, je crois que la réponse est dans la question évidemment, à aller soutenir ces initiatives. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais dans le cadre des associations, soutien aux associations, où là, il y a cette volonté aussi d'aller plus de l'avant sur une multitude de sujets en réalité. Mais là, c'est une sensibilisation très vite, dès le plus jeune âge, j'allais dire même dès la maternelle, sur ces questions d'écologie. Et ça passe par différents sujets. Donc, mais effectivement, l'écologie, c'est normalement, et ça devrait être au centre de préoccupation de tout le monde, en France et dans le monde. Merci à tous. Merci pour votre participation à cette table ronde très enrichissante. Merci Simon, Madame la députée, Madame la ministre, Fabien. Merci à tous et merci de nous avoir suivis donc, en Facebook Live et en direct au campus d'Amiens. Nous espérons que vos campus de cet après-midi se passeront bien. Et voilà. Merci à tous. Merci Clémentine. Merci. Bravo. C'était chouette comme table ronde. Oui, très bien. Alors, la réponse sera jeune ou pas le monde d'après? Il le sera. En tout cas, on a un président des jeunes maintenant. Voilà, qui sera forcément jeune. Elle est super l'affiche, hein. Bravo. Hein. C'est vraiment top ce que vous avez. Et il y en a 4 en fait. Il n'y a pas que celle-là, il y en a 4 aussi. Ah, moi j'ai vu que celle-là. Ah, génial.